Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et cette vidéo va sûrement ravir ceux qui ont été traumatisés par le cercle qui date de 2002 il me semble, parce qu'à l'époque je suis sûre que vous étiez adolescent, que vous avez regardé ça sur un coin d'ordinateur avec des potes, sûrement que vous avez même séché les cours pour ça, parce qu'on vous avait dit tu vas voir ça fait flipper, sûrement t'as peur, sois un homme mon fils, donc vous avez regardé, vous avez eu peur, vous avez été planqué sous votre lit comme une grosse merde pendant des jours en n'osant pas avouer à papa maman que vous aviez regardé un film d'horreur et que vous aviez la pétoche sévère. Sauf que là, vous avez votre revanche, vous, les enfants d'il y a 10 ans de cela, quand ce cher Gore, oui, Monsieur Gore, avait sorti son petit film Le Cercle et qui nous avait bien fait peur. Déjà, avec un nom comme ça, on se doutait bien qu'il allait pas faire dans la comédie romantique ou oui, oui, à la plage. Hein. Donc, quoique, il y avait Al Gore également. Bref, peu importe, on s'en fiche du nom. Là, un cher compatriote espagnol s'est emparé justement de ce film asiatique qui était horrifique, qui a été traumatisant, donc qui avait bien fait son effet et qui au final ne nécessitait pas tant que cela un remake. Sauf qu'il s'est dit, je vais faire un remake, peut-être lui-même étant fan de cette version-là de 2002. Très bien, pas de souci, mais quand on fait un remake, on essaye au moins de faire pareil ou dans l'idéal de faire mieux. Si c'est pour faire moins bien, à quoi ça sert de s'emparer d'un film ou d'une histoire qui existe déjà? Bon, déjà, pour le synopsis, c'est assez simple. Si vous ne connaissez pas, c'est en fait, dès les premiers instants, on voit quelqu'un qui est dans un avion, qui raconte à sa passagère comme quoi il a regardé une vidéo, que ça fait apparemment le buzz, tout le monde parle de cette vidéo-là, lui l'a regardé, quelqu'un l'a appelé, lui disant que dans 7 jours, il allait décéder, et voilà, il commence à saigner du nez, c'est la fin pour lui, l'avion se crache, boum, hop, fondu en noir, hein, comme on dirait, fondu enchaîné. 2 ans plus tard, saut dans le ton, un professeur commence à étudier également la question de la vidéo, car lui-même l'a regardée, et donc pour sauver sa peau, il a dû mener justement des recherches afin de savoir qu'est-ce que c'était vraiment cette vidéo, d'où venait-elle, sachant que lui, il l'avait trouvée dans un vide-grenier, quelque chose comme ça, sur une vieille VHS. Donc voilà, ça c'était plutôt intéressant de ramener un peu le parallèle avec... voilà, au niveau de l'avancement des technologies peut-être, bon, encore, pourquoi pas. Donc voilà, lui mène ses recherches, il fait également en sorte que certains de ses étudiants servent cette expérimentation-là, et donc en fait, il va être le premier maillon, si vous voulez, d'une chaîne, une chaîne vraiment, comment dire, une chaîne vicieuse, où chacun va regarder la vidéo, va du coup subir la malédiction, donc être en proie peut-être justement à, comment dire, ouais, cette malédiction, et pour s'en sortir, à chaque fois, ils vont se munir d'un suiveur, un suiveur étant une personne à qui en fait on montre la vidéo afin que la malédiction rebondisse sur lui, etc. Donc ça peut vraiment être une chaîne sans fin et ça peut décimer l'humanité assez rapidement, sachant qu'à chaque fois on n'a que 7 jours pour sauver sa pomme. Et que même les plus gentils, quand il s'agit de leur propre vie, vous vous doutez bien qu'ils vont vous mettre l'écran dans la tête et qu'ils vont vous dire regarde, tu vas adorer, tu vas adorer. Bref. Donc, pourquoi pas? Déjà, les points positifs, en fait, sur ce film, à mon sens, sont d'avoir essayé de nous retracer l'origin story, on va dire, de The Ring. Alors déjà, la protagoniste, en fait, comment dire, l'enfant maléfique, un peu, donc déjà, a changé de nom. Donc, de la production asiatique où elle s'appelait Sadoka ou un truc comme ça, on est passé à Samara. Bon, pourquoi pas? Justement sa personnalité, donc on essaye de plus la comprendre, et notamment à travers le personnage de Julia. Julia qui est la petite amie d'un des garçons qui a regardé avec son professeur cette vidéo, mais qui, elle, lorsqu'elle l'a visionnée afin de sauver la peau de son petit ami, pour être son suiveur justement, elle a vu la même vidéo, mais elle a vu une sorte de sous-film, c'est-à-dire que elle a vu un film dans le film comme une mise en abîme, et il y a des choses qui différaient en fait avec les éléments que les autres avaient déjà. Notamment, elle voyait un corbeau, elle voyait une maison, et donc des indications spatio-temporelles, on va dire, ou plutôt spatiales, de l'endroit où pouvait se trouver la dépouille de Samara, parce que tout remontait à elle. Donc le fait d'avoir voulu faire le fait d'avoir voulu faire une origin story, ça c'est plutôt intéressant, parce que c'est vrai que dans la version de 2002, nous n'avions pas cela. Mais là où c'est un peu embêtant, c'est-à-dire que tout est très linéaire. En fait, si vous voulez, pour un film horrifique, je trouve cela
très plat parce qu'au final, ce qui fait peur, bah, c'est juste les cadavres que Samara laisse derrière elle. C'est vrai que eux ont une figure vraiment tellement déformée que ça peut être un peu effrayant. Après, bon, ça repose beaucoup sur des jumpscares, hein, faut pas se cacher. On a quoi au niveau artistique? Enfin, c'est vrai qu'au niveau de l'esthétique du film, c'est très bas de gamme. Dans la mesure... Alors déjà, en plus, on est 15 ans plus tard que justement ce film de 2002. C'est vrai que les moyens technologiques ont vachement augmenté, et pourtant on nous fait un film qui, pour moi, n'est pas de très très bonne qualité, pas de très très bonne facture. Euh, Dans la mesure où, par exemple, même au début, quand on essaye de placer un peu l'histoire, c'est vrai qu'il y a des... Comment dire? Des flous artistiques qui sont un peu... Bon, on se demande un peu ce qu'ils font là. C'est-à-dire que c'est très étonnant. Ouais, on se demande vraiment ce qu'ils font là. C'est un peu... si vous voulez, c'est un peu comme voir François Fillon dans une manif. Ça n'a pas de sens. C'est iconique, quoi, comme façon de faire. Je pense notamment, voilà, à un flou artistique qui a été fait à un moment où le prof est donc à son bureau, il y a les élèves là qui sont dans l'amphi, dont une qui s'approche de lui. Ouais, enfin, je me suis dit à quoi ça sert. Enfin, là, c'était vraiment pas utile à mon sens. Par contre, il y a un des personnages qui est assez intéressant dans la mesure où en fait c'est l'acteur qui joue Léonard dans The Big Bang Theory. Décidément, là ils sont en train de nous les recycler un peu. C'est comment ces acteurs, parce qu'il y a également celui qui joue Sheldon là qui va jouer bientôt. J'ai vu la bande-annonce dans comment c'est les figures de l'ombre, quelque chose comme ça, qui a l'air pas mal aussi, et donc il va jouer là-dedans. Donc pour en revenir justement à celui qui joue le personnage vraiment de Léonard, et donc là qui est le professeur qui montre les vidéos, etc., à ses étudiants. Là j'ai bien aimé ce que... Donc oui, certes il joue encore un scientifique, c'est vrai que c'est un rôle qui lui va bien, mais pour autant là il est plus ténébreux, et en même temps, si vous voulez, en fait c'est tout part de lui, c'est lui qui déclenche tout au sein de l'université, donc qui déclenche également par rapport à Julia, donc celle qui va mener l'enquête, hein, en gros. Pour autant, on connaît pas tant son histoire que ça, et c'est un personnage qui n'a pas vraiment d'épaisseur. C'est un personnage, on dirait il ne sert que de passeur de témoin, il n'a pas de, comment dire, de vision propre, il n'a pas vraiment d'intériorité. On voit que c'est quelqu'un de ténébreux, voilà, qui a l'air d'enchaîner les relations avec ses jeunes étudiantes. Voilà, il mène ses enquêtes, c'est un professeur un peu torturé, mais au-delà de ça, je veux dire, quand lui-même essaye de faire ses découvertes, franchement, on s'en fiche, parce qu'on n'y est pas du tout attaché, et on voit qu'il ne... En fait, on voit que tous les personnages, si vous voulez, ne sont là que pour porter Julia et face, on va dire, à son destin, bah, à sa façon, en fait, de ne pas être comme les autres, et également le fait que pour elle, justement, Samara n'est pas le bourreau, mais la victime. Et donc, elle veut comprendre un peu la psyché de ce personnage afin de savoir. Autre point, je trouve que ce qui pêche dans ce film, c'est le fait que il y a énormément d'éléments qui me font penser à deux films très récents. Donc il y a celui de Friend Request, qui pareil, parlait des technologies, tout ça, avec des êtres maléfiques, donc on est un peu dans la même thématique. Et second point, également pour La Maison des Ténèbres. Il y a des passages, enfin, franchement, vous mettez les films à côté, vous regardez les deux films en même temps, vous avez l'impression d'en voir qu'un seul. Parce qu'il y a des passages où, justement, un des protagonistes un peu malfaisant est aveugle. Ça fait exactement les mêmes scènes que dans La Maison des Ténèbres, quand l'autre foufou, là, il est aveugle et qui met des coups de hache à droite à gauche, qui renifle comme un chien pisteur pour trouver sa proie. Enfin, il y a exactement ça, en fait, si vous voulez. Et je trouve que ce film, en voulant peut-être justement l'américaniser, le rendre plus populaire, mais ils ont enlevé ce côté un peu clandestin, c'est cette horreur clandestine. Je sais pas comment vous dire ça, mais vraiment, à la base, le cercle, c'était quelque chose dont on parlait à demi-mot. Enfin, c'était quelque chose... voilà, on se disait comme ça entre potes, vraiment, t'as vu ça, t'as vu cette scène, etc. Que maintenant, j'ai l'impression qu'on en parlerait comme on a regardé The Walking Dead ou n'importe quelle série. Ça a perdu son côté horrifique. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on voit de plus en plus de films d'horreur, donc qu'on s'y habitue plus, ou si c'est juste que ce film-là, justement, n'est pas horrifique, si vous voulez, parce qu'on est peut-être soit trop habitué, ou soit il y a trop comment dire, ce ressort de dire... En fait, il y a beaucoup de moments où on a l'impression que ça appuie sur le bouton, on se dit « Ah, attention, vous allez avoir peur. Ah, attention, dans 3 secondes, vous allez avoir peur. Bouh !» Enfin, c'est ça. Le niveau d'horreur, si vous voulez, dans ce film, s'arrête à cela. Vous avez la musique qui monte, etc. Un petit moment angoissant, vous savez que vous allez avoir peur. Et donc, comme vous vous prévenez à vous-même, vous dites que vous allez avoir peur, au final, quand la scène arrive, vous n'avez pas peur parce que vous y attendiez. Normalement, l'horreur, justement,
ça vient du fait d'être surpris, de ne pas s'attendre à ce qui va débouler devant votre écran. Or là, tout est prévisible, on s'attend à tout, et au final, rien n'est vraiment effrayant, et aller voir un film d'horreur pour ne pas être effrayé, voilà, à quoi ça sert quoi. Donc il y a bien d'autres films, et si vous voulez vraiment avoir peur, allez voir Le Cercle de 2002, en tout cas voilà, la version plus ancienne, parce que là, franchement, The Ring 2017, c'est pas possible. C'est pas possible. Ni pour un film d'horreur, ni pour un film de... Voilà. Ce remake, hormis pour faire le buzz, et pour faire rentrer de l'argent, ou justement pour essayer de faire un peu l'origin story de quelque chose qui a été très mal amené, non. Franchement, c'était inutile, et voilà. Que dire de plus, à part aller voir d'autres films. Ciao.